lycée Albert Demain, en première STMG, pour le cadre de la section européenne. Et la première question, c'était qu'est-ce qui vous a motivé à devenir un ambassadeur? Quels sont les avantages et les contraintes du métier que vous exercez? Bonjour, je m'appelle Janice et je suis en première STMG au lycée Albert Demain. J'aimerais vous poser la question. Selon vous, la montée du populisme en Europe est-elle due au relâchement des chefs d'État européens sur le plan social? Bonjour à tous, je m'appelle Maxence, je suis étudiant en première STMG à Albert Demain. Donc selon vous, monsieur l'ambassadeur, Bruxelles pousse l'Union européenne à la neutralité du carbone en 2050. Êtes-vous toujours en accord avec le traité signé de la COP 21 à Paris? Oui, si vous souhaitez. Bonjour. Bonjour, Dimitri Houssin, donc je suis dans la même classe que mes camarades, donc en première STMG, section européenne. Donc, monsieur l'ambassadeur, trouvez-vous que l'Union européenne devrait supprimer l'embargo sur la Russie? Bon, merci pour ces questions. Motivation, avantage, contrainte, motivation, je l'ai déjà un peu dit dans ma réponse avant. Bon, peut-être petite remarque, lorsque mon père m'avait demandé, lorsque j'avais 3 ans, qu'est-ce que tu veux devenir? Je lui ai répondu blabla maths. Il a beaucoup aimé cette réponse. Il l'a répété très souvent. Non, mais je crois que c'est justement beaucoup plus. Et surtout, la profession est énormément développée. Peut-être, j'ajoute ça encore à ma réponse d'avant. Nous sommes aussi devenus beaucoup des event managers, comme on dit en nouveau français. Créateur d'événements. Créateurs d'événements. Parce que nous devons quand même constamment voir où sont les niches où nous pouvons être présents comme pays. Et je dois le dire très ouvertement, même en France, il faut dire chaque jour, il faut expliquer chaque jour où est l'Autriche, qu'est-ce que fait l'Autriche, justement, quelle est l'image, qui nous sommes. Donc c'est vraiment un travail constant. Les avantages, justement, je crois que vous pouvez travailler dans beaucoup de domaines, c'est tellement divers. Mais c'est absolument bon, c'est exigeant, mais c'est aussi excitant, c'est vraiment passionnant de travailler dans beaucoup de domaines. Le désavantage dans ce cas-là, c'est peut-être un peu que vous ne plongez jamais dans le détail, que vous n'allez jamais vraiment au fond. Nous savons beaucoup, nous devons discuter sur beaucoup de thèmes, sur beaucoup de sujets. Il faut avoir des connaissances partout un petit peu. Mais bon, j'espère que je pourrai répondre donc à toutes les questions, parce que ça va parfois vraiment dans le détail. Là, c'est certainement difficile d'entrer dans les détails même. Bon, il y a aussi les avantages et les avantages personnels. Avantages, c'est bon, on voit beaucoup dans le monde, on rencontre beaucoup de cultures différentes, de personnes différentes, de professions différentes. Donc on apprend énormément, c'est vraiment passionnant et c'est un peu d'après les intérêts qu'on a soi-même. Le désavantage, le grand problème, c'est naturellement les familles. Et pas trop les enfants, je trouve, c'est surtout le partenaire. Les enfants, moi je trouve que ça peut s'organiser. Du moins, pour nous, moi je l'ai toujours fait, comme moi-même, j'étais dans des écoles françaises. Mes enfants aussi, je trouve, bon, vous avez un système, le système français est un système très centralisé. Donc, partout où vous allez, vous avez des écoles ou des lycées français, vous aurez toujours le même programme. Donc, vous pouvez changer d'une école, d'un endroit à l'autre, d'une école à l'autre, ce que j'ai fait avec mes enfants. Même durant l'année scolaire, ils n'ont jamais perdu une année. Ça a toujours très bien marché. En plus, l'histoire, la géographie, pour nos deux pays, c'est une histoire, une géographie européenne, commune. Donc, je dis toujours la seule différence, c'est que dans les lycées français, vous apprenez les guerres que nous avons toujours perdues, tandis que chez nous, vous apprenez les guerres que nous avons gagnées. D'ailleurs, l'Autriche n'a pas gagné beaucoup de guerres et nous avons
plutôt agrandi notre empire à travers le mariage matrimonial. Donc c'était facile aussi. Mais le partenaire, c'est vraiment le défi, parce que vous avez des partenaires qui nous aimerions bien, qui nous accompagnent. Ils le font très souvent. Ils doivent... ils n'ont pas leur travail, ils doivent arrêter leur travail. C'est parfois très difficile de trouver un travail à l'étranger. Si vous êtes, je ne sais pas, au Pakistan ou au Congo, etc., ça ne sera pas facile de trouver du travail. Ma femme était institutrice pour mathématiques et sport. Bon, il n'y avait pas vraiment d'école, et encore, il fallait avoir des places libres si vous y êtes. Il n'y a pas partout des écoles allemandes. Des écoles autrichiennes, il y en a très peu. Et pour les autres écoles, on a besoin de la connaissance des langues. Lorsque vous retournez dans votre pays, bon, peut-être, après 1 ou 2 ans, vous retrouverez du travail. Et ensuite, votre mari, populisme, plan social. Vous savez, moi je crois que les situations politiques en général ont changé. Les gens n'adhèrent plus vraiment aux partis traditionnels. Nous voyons ça partout. Dans le temps, chez nous, c'était toujours on vote le parti pour lequel les parents ont voté aussi. Mais aujourd'hui, je crois que ça a vraiment changé. Et vous ne trouvez même plus les mêmes partis partout. Il y a des partis qui se dissoluent. Il y a des partis complètement nouveaux. Donc, je crois qu'il y a ce comportement de vote qui a surtout qui a changé, et donc, à mon avis, aussi une ouverture beaucoup plus grande au sein des électeurs. D'autre part, il y a aussi beaucoup de soucis, il y a toujours des problèmes quelque part. Et bon, dans beaucoup de... Je crois que le problème, souvent, c'est que les partis traditionnels n'arrivent plus à s'adresser et à entendre les problèmes qui se trouvent au sein des populations. Je crois que, moi, personnellement, je vois un peu le problème, là. Et surtout de présenter ensuite des solutions. Je crois que c'est un problème. C'est pour ça que vous ne voyez plus les partis traditionnels deviennent de plus en plus petites. Et vous avez des nouveaux partis qui sont créés. Et vous avez ensuite des partis populistes qui arrivent à gagner, disons pas la confiance, mais du moins le support pour une élection par des gens. Je le vois en Autriche, par exemple, aussi. Le parti FPÖ, comme il s'appelle chez nous, et de soi-disant extrême droite, c'est un parti qui n'a jamais été vraiment anti-européen. Il n'a jamais demandé, tout au contraire d'autres partis dans d'autres régions, il n'a jamais demandé que nous quittions l'Union, il n'a jamais refusé l'euro. Mais il a remarqué qu'il y a une population qui n'est pas satisfaite avec certaines situations, peut-être aussi avec Bruxelles, justement ce que je disais avant, que tout doit être réglé par Bruxelles. Donc ils sont allés un peu dans la direction, il faut moins d'Europe, pourquoi Bruxelles toujours? C'est nous-mêmes qui allons faire ça. Parfois on appelle ça, je ne suis pas sûr si c'est vraiment du nationalisme dans ce cas-là. Moi je crois que c'est surtout les gens cherchent surtout des responsables qui sont prêts à prendre des décisions pour eux, pour des problèmes, pour des soucis qu'ils ont. Et c'est à travers ça qu'ils s'adressent à ces partis-là. Le grand défi, c'est justement de montrer que les solutions ne sont pas toujours populaires. Pour moi, un politicien responsable, c'est un politicien qui prend des décisions qui ne sont parfois pas populaires, mais qui sont à l'avantage du pays. C'est ça, je crois, qui est important. Mais il faut l'expliquer, il faut savoir se faire entendre. C'est ça un peu, je vois la situation en ce moment avec tout ce populisme que nous avons. La COP 21, je crois que nous sommes absolument en accord. Regardez, nous sommes un pays, je crois qu'il y a beaucoup fait dans cette direction. Nous sommes, chez nous, à peu près, je crois, 35% de notre énergie revient du renouvelable. 70% de notre énergie électrique est hydrologique, surtout hydrologique. Donc 70% est du renouvelable chez nous. Et pour nous, le renouvelable, ce n'est pas l'énergie nucléaire.
Nous n'avons pas de centrale nucléaire en Autriche. Nous sommes le seul pays qui a une centrale nucléaire qui est un musée, qui n'a jamais été mise en action. Donc nous sommes le pays avec la plus grande partie de territoire utilisé pour le biologique, le plus haut montant en Europe. Nous avons essayé de vraiment avancer ces dossiers maintenant durant la présidence. Peut-être encore un autre exemple qui n'est pas directement connecté avec la présidence. La semaine dernière, le gouvernement a pris la décision qu'à partir de 2020, nous n'aurons plus de sacs en plastique en Autriche. Une décision que nous avons prise. Mais aussi durant la présidence, il y a plusieurs décisions il y a plusieurs domaines que nous avons avancés, surtout dans la réduction du CO2, moins 35% pour les automobiles, pour les voitures normales, moins 30% pour les camions jusqu'en 2030, je crois. La décision a été prise au sein du Conseil. Maintenant, ça va au Parlement, mais je pense que là aussi, la décision va être prise, etc., etc., etc. Donc, je crois que l'Autriche a vraiment un programme avancé et a essayé vraiment et je crois que c'était vraiment un domaine où nous avions un succès durant la présidence, et aussi pour Varsovie, où il y a maintenant la COP 4. Nous avons réussi à avoir au moins une position commune de l'Union européenne. C'est déjà quelque chose. Sanctions, c'était la question sur Russie, sanctions, etc. Moi, je crois que pour nous, c'est absolument clair que si vous ne suivez pas les règles internationales, vous êtes sujet à des sanctions. La Crimée, c'était très clair contre les règles internationales, contre les lois internationales. Donc nous avons imposé des sanctions. Il n'y a pas eu de progrès depuis, au contraire. Nous avions l'Ukraine de l'Est, où les choses qui ont détérioré. Le plus comment on appelle ça, les cessez-le-feu qui ont été les deux côtés ne les suivent pas, mais la Russie bien moins que l'Ukraine. L'avion qui a été descendu, c'était du côté russe. L'attaque chimique en Angleterre, c'était par la Russie. Qu'est-ce qu'il y a encore maintenant, ce qui s'est passé maintenant à Crimée, les bateaux qui ont été... c'était la Russie. Donc nous ne voyons pas vraiment des raisons pourquoi nous devrions lever les sanctions ou les faire un peu plus faciles. Mais ce que nous pensons quand même, c'est qu'il faut involver la Russie dans un dialogue. Il faut les engager. La Russie aussi, d'abord ils sont là. C'est une puissance, c'est une grande puissance qui est là, dont on aura besoin pour régler beaucoup de conflits, notamment la Syrie, mais pas seulement. Donc, on doit avoir ce dialogue, et on doit aussi voir comment nous allons régler nos relations entre l'Europe et la Russie dans le futur. Et nous pensons que peut-être on pourrait avoir une sorte comment on appelle ça, une fiche de route, une feuille de route, comment on dit, une feuille de route pour par exemple, pour progresser, si vous faites des progrès dans la question Ukraine, avec Minsk, vous pouvez lever partiellement les sanctions. Donc, nous savons très bien, Minsk est déjà une feuille de route, mais elle ne fonctionne pas. Et avoir des sanctions juste pour avoir des sanctions ne fonctionne pas non plus. Au contraire, la Russie, il y a même une analyse qui dit que le commerce en Russie a développé positivement pour la Russie. Et donc, il faut poser toutes ces questions et donc aussi involver, s'engager avec la Russie. C'est ça qui est important. Mais nous ne voyons pas pour le moment des possibilités à lever ces sanctions. Du projet de création d'une police fédérale européenne pour lutter contre le terrorisme.
je ne sais pas exactement dans quelle direction. C'est peut-être un sujet où justement je ne connais pas tous les détails. Mais ce que je pense, c'est que dont nous avons besoin, c'est une coopération encore plus intensifiée, mais nous allons dans cette direction, entre les différents services que nous avons dans les pays respectifs. Nous le faisons déjà dans le combat contre le terrorisme, par exemple au sein de Interpol ou de Europol. C'est extrêmement important la coordination que nous avons dans ces institutions, et c'est incroyable toutes les connaissances qui se font là-bas. Moi, je suis toujours pour le fédéralisme ou la subsidiarité aussi. Je crois, encore une fois, là, c'est une question de subsidiarité. Je crois que parfois c'est bien de ne pas tout, que pas tout ne soit centralisé. Il y a souvent des connaissances qui sont justement dans le combat contre le terrorisme, qui sont bien mieux développées dans le domaine régional, dans les États, dans les régions, dans les villes, parce qu'on connaît son environnement, on connaît sa population, donc ça fait du sens d'avoir vraiment des forces qui travaillent sur le terrain. C'est la coordination que je crois qui est extrêmement important et qui doit bien marcher, et où on peut beaucoup faire, où on peut beaucoup développer, mais je crois qu'on marche dans une bonne direction. Tension diplomatique. Tension politique. Diplomatique. Si je comprends bien maintenant, en tant que diplomate, en tant que présidence de l'Union européenne, je pense que la direction va un peu dans cette direction, n'est-ce pas? Bon, je l'ai déjà dit un peu dans ma présentation, nous sommes confrontés à beaucoup de tensions en ce moment. C'est justement la crise en Syrie, en Afghanistan, reliée à l'Iran en soi, qui nous cause beaucoup de soucis aussi. Nous avons aussi des soucis à cause du traitement à partir des États-Unis vers l'Iran. Nous avons une autre position. Ce sont de grandes tensions qui ont des répercussions sur tous les pays, sur notre économie, etc. C'est les tensions dans les Balkans, par exemple. Ces pays, comme je l'ai dit avant, sont loin encore d'être finis, d'être prêts à nous rejoindre, où les crises sont en permanence, sont toujours présents et peuvent toujours encore éclater. La Bosnie est un pays qui peut créer des troubles dans toute la région. Donc ce sont vraiment des tensions continuelles que nous avons dans cette situation. En Ukraine, nous avons cette situation nouvelle, une tension avec laquelle nous avions déjà affaire en Autriche, comme lorsque nous avions la présidence de l'OSCE, et c'était déjà là le moment où tout ça a éclaté. Donc je crois qu'il y a constamment des défis avec lesquels nous sommes confrontés, et je suis sûr que pour la présidence roumaine, il y aura les mêmes et d'autres défis.